Ziala. Bonjour Claude Tran. Vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche au ministère de l'Éducation nationale et vous participez aujourd'hui au colloque organisé par le mouvement contre la constante macabre sur le thème de l'évaluation, un levier pour les apprentissages. Dans votre exposé, vous nous avez dit que l'évaluation interrogeait les modalités d'apprentissage. Vous dites que c'est une thématique récente. Alors, c'est une thématique récente parce qu'elle n'apparaît dans les textes qu'à partir, on peut dire, des années 50-60, la notion d'évaluation. Et d'ailleurs, c'est une notion qui n'est pas seulement spécifique à l'école. On sait, par exemple, que dans les années 60, la notion d'évaluation s'est développée dans le cadre, par exemple, de ce qu'on a pu appeler les nouvelles politiques de gestion et dans le cadre aussi d'une évaluation des services publics, des services rendus au public. Et donc, l'évaluation va progressivement faire une entrée dans l'école dès lors que le système scolaire va se massifier. Et se massifier, ça veut dire qu'il y a eu le collège unique, comme vous le savez, ensuite il y a eu le lycée, et puis la massification de l'enseignement supérieur. Donc c'est une question qui est apparue plutôt récemment, alors pour les historiens, évidemment 50-70 ans, c'est pas une longue période, mais qui va réinterpeller l'école. Pour une raison très simple, c'est que pendant ce temps-là, l'évaluation de l'école, elle va apparaître comme un sujet important parce que l'école n'aura plus exactement les mêmes missions. Les missions traditionnelles de l'école, c'était plutôt la formation des futurs citoyens, cultivés, socialisés aux valeurs, etc. Et là, l'évaluation, c'est aussi l'efficacité des formations et donc l'école va aussi apparaître comme étant un outil de promotion sociale, d'insertion professionnelle, d'où les raisons qui m'ont amené à expliquer tout à l'heure que c'est un phénomène assez récent dans notre système éducatif. Alors, vous citez l'enseignement professionnel pour dire que dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'élève confronté à des réalités complexes, des situations où en fait il peut vérifier lui-même qu'effectivement le travail qu'il a fait, il peut l'auto-évaluer. La place du professeur est peut-être un peu plus secondaire, or c'est pas du tout le cas dans l'enseignement général. Oui, alors ce qui est intéressant quand on prend l'expérience des élèves lycées professionnels que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que c'est une expérience qui interroge le fonctionnement de l'évaluation en général de l'école. Quand les élèves vous disent finalement, quand je réalise un montage électrique ou quand je fais je prépare un plat de cuisine parce qu'il y a un restaurant d'application au lycée, j'apprécie moi-même si j'ai atteint les objectifs. Et donc il y a quelque chose qui relève de l'auto-évaluation dans la relation, dans une activité qui peut apparaître comme une activité technologique et professionnelle. On peut imaginer la même démarche quand il s'agit de l'enseignement général et qui se veut plus théorique, où la plupart du temps les élèves nous disent finalement c'est le professeur qui sait, il a beaucoup plus de connaissances pour évaluer mon travail parce que ça m'apparaît comme étant une activité très scolaire. Et ça interroge aussi sur la question du sens. Si on veut que l'évaluation soit vraiment une évaluation bien appropriée par les élèves, il faut aussi qu'ils aient leur pouvoir d'agir, d'où l'importance de l'auto-évaluation. Et on sait depuis bien longtemps que l'évaluation est d'autant plus formative et efficace que l'élève est capable de s'auto-évaluer, ce qui l'amène d'ailleurs par la suite à ne plus être dans ce rapport un peu parfois binaire, j'ai réussi, j'ai échoué, mais j'ai réussi, mais je réussis aussi au fur et à mesure, donc je suis capable à partir de mes erreurs, d'apprendre. Et ça, on aura gagné quand on arrive à ce niveau d'approche ou de rapport à l'évaluation par les élèves. Alors, parlons de réussite et d'échec. Les chercheurs qui utilisent une démarche scientifique parfaitement au point travaillent sur essentiellement l'essai-erreur et profitent de l'erreur pour apprendre. Or, dans notre système, la mesure de l'erreur, c'est celle qui permet d'évaluer. Or, on sait aussi que l'erreur permet justement de progresser. N'y a-t-il pas incompréhension ? C'est très juste ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a un malentendu autour de l'évaluation. Entre l'évaluation qui est perçue par les élèves comme étant une évaluation qui finalement juge mon travail, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est moyen, est-ce qu'il est moins bon, et l'évaluation qui juge mon travail, est-ce que j'ai fait un certain nombre de progrès qui me permettent d'apprendre et d'être toujours disponible et disposé à apprendre pour progresser, il y a quand même un écart.
Et dans la tradition, on va dire, que nous avons et en France, qui est que l'évaluation est souvent perçue et confondue, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le contrôle, on a toujours un rapport très passionnel à l'évaluation. Et on s'aperçoit aussi que lorsque, par exemple, on met des élèves en leur demandant de s'auto-évaluer, en leur demandant aussi d'évaluer leurs camarades, qu'en structurant un cadre très positif, eh bien, ils arrivent à ce moment-là à mieux apprendre parce qu'en fait, ils réalisent très vite c'est un peu vite dit, mais ils réalisent quand même progressivement que l'enjeu n'est pas tant d'être classé ou d'être catégorisé que de progresser et d'apprendre et d'être toujours dans une disposition d'apprentissage permanent. On sait par exemple que les élèves en réussite sont souvent des élèves qui disent on sait un certain nombre de choses, mais on ne sait pas tout. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la disponibilité pour apprendre, pour évoluer, pour progresser. Et l'autre élément, et on le voit bien quand on aborde la question de l'évaluation, on ne peut pas l'aborder sérieusement sans interroger les pratiques pédagogiques des enseignants. Donc il faut aussi qu'on interroge ces pratiques. Qu'est-ce qui est attendu par l'enseignant? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des implicites? Et nous savons que dans la pédagogie, il y a beaucoup d'implicites, même parfois dans des exercices apparemment les plus simples. Donc ça veut dire aussi que l'évaluation doit être appropriée, pensée collectivement par les enseignants, plutôt que d'être travaillée de façon individuelle avec les distorsions qu'on peut observer d'un enseignant à l'autre, qui d'ailleurs conduisent beaucoup d'élèves à développer ce sentiment d'injustice en fonction de l'enseignant. Je n'ai pas exactement la même note alors que je travaille plus ou moins. Donc ça interroge aussi sur la capacité qu'a l'institution à créer une culture commune autour de l'évaluation. Vous avez été invité par le MCLCM à venir participer à ce colloque. Pourquoi êtes-vous venu ? Alors pourquoi je suis venu? D'abord parce que le mouvement évidemment me parle, puisque c'est un mouvement qui a cette sensibilité d'abord très démocratique. L'enjeu c'est pas de classer les élèves ou de dire il y a des bons, des moins bons. L'enjeu c'est que tous les élèves apprennent. Il y a aussi un principe fondamental que je partage avec le mouvement, c'est la question de l'éducabilité. Il faut le rappeler, tous les élèves sont éducables. Donc il y a un enjeu aussi, je dirais, de promotion et un enjeu qui élève les individus. Et puis j'y ai répondu parce que la question de l'évaluation me paraît être un sujet qui est suffisamment passionnel et passionnant pour qu'on puisse prendre le temps pour échanger. Par exemple, et on ne l'a pas beaucoup évoqué ce matin, mais ça sera sans doute évoqué dans d'autres tables rondes et interventions. Par exemple, nous savons qu'il y a des effets établissement sur la réussite des élèves. Nous savons qu'il y a des effets maîtres dès l'école primaire. Et donc rien que cet constat m'a toujours amené à réfléchir sur qu'est-ce que l'école doit à tous les individus. Puisque l'origine sociale n'explique pas tout et qu'il y a des pratiques pédagogiques qui peuvent aussi être plus efficaces que d'autres, osons le terme, eh bien il faut aussi qu'on se dise, et c'est peut-être aussi ce qui me rapproche du mouvement, c'est cette pointe d'optimisme qui consiste à dire que les choses ne sont pas totalement déterminées et que nous avons la possibilité d'agir. Et le plus tôt, ce serait bien, mais le plus tard, c'est moins que rien. Voilà. Merci beaucoup, Aziz Jeddah. Et merci à vous pour votre invitation.